dans ce deuxième webinaire de l'année dédié à la pierre papier. Bien sûr, pour qui veut diversifier son patrimoine et lutter contre l'érosion monétaire, la pierre est un actif de choix. Mais l'immobilier en direct n'est pas la seule opportunité. La pierre papier permet également d'avoir d'autres alternatives et de vous constituer un patrimoine immobilier. Tout en bénéficiant bien entendu d'un cadre bien plus souple que l'investissement d'un bien physique. Nous allons donc ce soir étudier les points suivants. L'impact de l'inflation et de la hausse des taux sur les SCPI, l'évolution de la réglementation sur ce marché et bien sûr les indicateurs de performance et de risque. Pour répondre à vos interrogations, nous accueillons ce soir Nicolas Van Denen, directeur de l'épargne du groupe Sofidy. Bonjour Nicolas. Bonsoir à tous. Et Paul Migliorini, responsable commercial du groupe Sogenial Immobilier. Bonsoir à tous. Pour commencer, la conjoncture économique actuelle est en faveur des SCPI, qui est un marché performant, et ce, malgré un environnement instable. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de l'inflation. On a eu les chiffres aujourd'hui, celle-ci ressort à 5,2% sur un an en France. On a dépassé la barre des 5% pour la première fois depuis 1985. La BCE est en train de prendre conscience que l'inflation, qui était en avril à 7,5% en zone euro, pourrait être durable. Pouvez-vous nous indiquer les répercussions sur le marché des SCPI? Paul, je vous laisse commencer. Bien sûr, avec plaisir. Bonsoir à tous. Donc c'est vrai que pour l'heure, on remarque une résilience assez importante de la SCPI dans ce contexte un petit peu quelque peu inflationniste, comme tu viens de le rappeler, Julien. Cependant, on remarque que la pierre papier bénéficie de nombreux avantages qui constituent de réels boucliers, qu'on peut appeler comme tels, de boucliers à l'inflation, à commencer par exemple, pour n'en citer qu'un, l'indexation des loyers sur le tertiaire, ce qui concerne bien évidemment l'activité des sociétés de gestion qui sont aujourd'hui. On a d'ores et déjà ce bouclier. Je pense que c'est important de le rappeler. Avec ça, on remarque aussi une autre chose, un petit peu plus dans les désirs des investisseurs, des porteurs de parts et ceux qui réalisent des actions de placement, qu'il y a eu des arbitrages assez conséquents qui ont été faits, des placements financiers vers le placement immobilier. Donc, quand je dis le placement immobilier, bien évidemment, je parle de l'immobilier indirect et la SCPI. Et on marque bien évidemment que pourquoi ont-ils fait ce choix? Parce que l'immobilier, alors de tout temps, j'ai envie de dire, mais a un aspect bien plus, entre guillemets, déflaté que l'investissement aujourd'hui pour l'heure. Deuxième chose qui est à noter aujourd'hui, qui est très importante pour nous, professionnels de l'immobilier, c'est sur la fin de l'année 2021, excusez-moi, l'ILC et l'ILAT, des indices de location, tant sur le commercial que sur le tertiaire, ont augmenté. Donc voilà, ces indices un petit peu, qui sont un petit peu très importants aux yeux des sociétés de gestion, nous, on se doit de les prendre en compte. Donc l'ILC, c'est l'indice de location commerciale et l'ILAT, c'est l'indice de location des actifs tertiaires que une société de gestion telle que Sogenial Immobilier, par exemple, ou Sofidy, bien sûr, peut investir. Ces indicateurs, aujourd'hui, ils sont à prendre en compte, bien que l'indexation des loyers soit possible, comme je l'ai dit un petit peu en premier lieu, on se rend compte que bon nombre de nos locataires ne pourront pas répondre à aujourd'hui une indexation des loyers sur l'inflation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est très important de prendre en compte que ce sera compliqué de le faire et faire accepter, si vous voulez, en quelque sorte, une augmentation de loyer au vu de l'inflation à nos locataires qu'on a déjà aujourd'hui au sein de nos SCPI. Donc cette période, elle va nous permettre de pouvoir échanger avec l'ensemble de nos locataires, de consentir plusieurs choses, notamment des aménagements, de sécuriser des flux sur le long terme. On en parlera par la suite, c'est très important. Et ce qui va nous aider dans cette démarche, bien évidemment, c'est le but pour nous, Sogenial, mais comme aussi je l'imagine pour Sofidy, c'est d'avoir tissé des liens très importants avec ses locataires et ce depuis le départ. On a bien en tête que cette démarche pourra, pour le coup, faire progresser certaines valeurs locatives. Mais on ne se fait pas d'illusions non plus.
Il faudra s'attendre néanmoins, pas de manière passagère, à une certaine érosion des rendements. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte sur le passager. Ce pourquoi aujourd'hui, c'est important pour moi de vous en parler et de faire un petit peu de pédagogie sur la SCPI. On voit la SCPI comme étant un produit de rendement mensuel et non pas comme étant un produit de rentabilité, un placement de rentabilité sur le long terme. La SCPI a traversé de nombreux effets économiques. On en a un nouveau aujourd'hui et il faut prendre cette période économique comme une nouvelle étape, mais surtout aujourd'hui, l'idée de la SCPI qu'elle va encore franchir cela. Voilà. Merci Paul. Pour vous, Nicolas, quelles pourraient être les répercussions sur le marché des SCPI? Alors, pour rebondir sur effectivement les premiers propos de Paul, et essayer de décrypter assez rapidement et simplement effectivement l'impact de cette inflation qui est forte, que tu soulignais en introduction, Julien. Soulignons simplement que c'est en France où l'inflation est la moins forte au sein de l'Union européenne. Mais pour autant, elle reste quand même très très forte puisque tu le disais, on n'a pas vu cela depuis plusieurs décennies. Il y a tout d'abord un impact qui est direct et qui va concerner tout un chacun, c'est effectivement l'impact de cette inflation sur le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est bien évidemment quand on va travailler par exemple la matière commerce, ça va être un élément fort, un élément important, puisque si les consommateurs ont moins de pouvoir d'achat, peut se poser la question de la santé financière des locataires. Et c'est là où le modèle de la SCPI, qui repose sur une logique de mutualisation, c'est-à-dire mutualisation en termes de nombre de locataires, en termes de zones géographiques, mais également en termes de secteur d'activité, va jouer à plein son rôle plutôt sympathique. Donc, ce sujet de l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat, on n'est pas dans le déni, mais en tout cas, voilà, on pense qu'on va pouvoir parfaitement composer avec. Sur le sujet de l'indexation, pour le coup, en tout cas, on est plutôt confiant chez Sofidy à l'idée de pouvoir quand même répercuter une bonne partie de cette indexation. Il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, quand on travaille la matière commerciale, le principe de l'indexation offre une protection contre l'inflation. Pourquoi? Parce que si on prend l'exemple d'un des indices qui sert à indexer les loyers, l'ILC, l'indice des loyers commerciaux, cet indice reflète à 75% maintenant l'inflation et à 25% l'indice INSEE du coût de la construction. Donc voilà, ça veut dire qu'on va avoir cette capacité. Alors peut-être qu'on ne va effectivement pas la retranscrire directement. C'est pas quelque chose qui se fait automatiquement sur l'ensemble du patrimoine, mais bien à des dates anniversaires. Voilà, donc les choses vont se mettre progressivement en place. Ça va offrir des possibilités d'aller augmenter certains loyers quand on a réussi à les acheter, je dirais, avec discipline sur des niveaux de loyer raisonnables. Donc, quelque part, il y a une marge, il y a du jus, pour le dire un petit peu différemment. Donc, on pense que cette indexation, en tout cas la pierre papier, les SCPI, c'est un contexte qui, je n'irai pas jusqu'à dire, nous sera favorable, mais en tout cas, on fera partie des classes d'actifs et des produits financiers qui s'en sortiront le mieux dans ce contexte-là. D'accord. Alors, j'ai une question en plus pour vous, Nicolas, et vous l'avez dit au début de votre réponse. La France est l'un des pays où l'inflation est la moins élevée. Imorant est investi à 45% en Europe et FIMO à 16%. Cela a-t-il un impact sur les biens présents à l'étranger? Alors, c'est 25% pour l'exposition européenne d'Imorant, mais l'impact, en tout cas l'impact en termes d'exposition à l'inflation, on est exactement sur des sujets qui sont similaires. Les mécanismes d'indexation ne sont pas exactement les mêmes que ceux qu'on va trouver en France, et pour autant, il y a des logiques qui sont assez similaires, qui sont propres à chaque pays. Donc là aussi, quelque part, c'est un peu une logique, les bienfaits de la mutualisation. On va avoir cette capacité, en restant bien évidemment dans les clous de ce que la réglementation nous permet de faire, dans les clous de ce qui est recevable et acceptable aussi pour le locataire, puisque pour rebondir une fois encore sur les propos de Paul, c'est bien logique de relation gagnant-gagnant. À un moment donné, si on augmente le loyer de telle sorte que le locataire peut payer, ça ne sert à rien. D'où l'importance d'avoir acheté avec beaucoup de discipline à l'origine sur des niveaux de loyer qui sont très raisonnables et qui permettent d'aller appliquer derrière des indices qui sont acceptables pour les locataires. Donc, l'intérêt de l'Europe, ça apporte de la mutualisation. Par contre, ça ne
ça ne contrecarre pas ce sujet d'inflation et l'impact que ça peut avoir sur les patrimoines des différents véhicules que nous gérons. D'accord, merci. Passons à un autre sujet, mais tout aussi intéressant. La baisse des taux d'intérêt depuis plusieurs années a porté le prix de l'immobilier d'entreprise à des sommets. Mais depuis quelques temps, on constate quand même une importante hausse des taux d'emprunt de l'État français. Quels pourraient être les impacts sur le marché des SCPI? Nicolas, quel est votre avis? Alors, c'est vrai que ces dernières années, on était dans un contexte historique de taux bas, de taux très très bas, qui conférait à l'immobilier, je dirais, un avantage fort en matière de différentiel entre ce que rapporte l'immobilier et ce que rapporte en tout cas ce qu'on appelle le taux sans risque, ce que rapportent les emprunts d'État qui étaient à des niveaux parfois même négatifs. Donc, ce différentiel était à un niveau qu'on n'avait quasiment jamais connu. De là à dire que l'immobilier montait juste sur des sommets, il faut quand même être assez prudent. Vous avez en tout cas, je pense pas trahir de grands secrets autour de la table, deux acteurs qui ont des logiques d'acheter de manière prudente et de pas acheter à des prix qui sont déraisonnables. Pourquoi? Parce que notre travail, c'est de gérer au mieux l'épargne qu'on nous a confiée, l'épargne que les épargnants nous confient, donc d'acheter dans de bonnes conditions, tout simplement parce qu'autrement, on n'est pas capable de délivrer la performance. Donc ça, c'est un point qui est important. Maintenant, le contexte qu'on connaît actuellement, on en a beaucoup parlé, en tout cas depuis plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, on avait la question de qu'est-ce qui va se passer le jour où les taux vont remonter. Bon, ce qui était certain, c'est que ça allait forcément remonter un jour, vu les niveaux auxquels nous étions arrivés. Et en tout cas, ce qu'on expliquait, c'est que il fallait pas en avoir peur. Ce qui pourrait avoir un impact très négatif, c'est s'il y a une remontée violente des taux. Aujourd'hui, on assiste à une logique de remontée qui se veut progressive et en tout cas qu'on ne considère pas comme étant violente. Et le problème, si c'est violent, c'est que effectivement, ça met plus que l'immobilier avec un genou à terre, hein, ça met un peu tout le monde a très très mal. Donc on est dans un contexte quand même où ça va remonter et on a des perspectives, effectivement, les banques centrales se sont prononcées sur ces logiques d'augmentation progressive, sur des niveaux de taux à l'heure actuelle qui ont augmenté, mais qui restent encore, il faut quand même se le dire, sur des niveaux de taux qui sont plutôt faibles et qui donnent toujours de l'intérêt. Il y a toujours un différentiel positif entre ce que rapporte l'immobilier et ce que le taux sans risque rapporte. Donc ça, c'est un point important. L'immobilier, je pense, va continuer à jouer va continuer d'avoir un atout, va continuer de jouer ce rôle de valeur refuge. Maintenant, là où on peut aussi rebondir, c'est que depuis quelques années, les SCPI ont utilisé l'effet de levier du crédit pour pouvoir doper, pour pouvoir délivrer encore plus de performance. Là aussi, il y a toujours cet intérêt de l'effet de levier qui joue encore, même s'il est un petit peu moins fort, bien évidemment, mais il joue encore. Et puis, je pense que la plupart des SCPI, en tout cas chez nous, chez Sofidy, la façon dont on a mis en place de la dette à l'intérieur des SCPI, c'est une manière très, très, très prudente, de la dette amortissable sur du très long terme, généralement 15 ans, et principalement à taux fixe. 95% de la dette qu'on a mis à l'intérieur de nos SCPI, c'est de la dette à taux fixe. Donc, autant vous dire qu'on a cristallisé des niveaux de taux pour plusieurs années très compétitifs. Voilà, ça c'est un point qui est important. Donc on est serein dans ce contexte-là. On est vraiment serein et on pense que effectivement aujourd'hui il n'y a pas de quoi quand on a une fois encore bien fait son travail, puisque Paul le soulignait, mais on est sur des véhicules d'investissement de très long terme. Donc on est là pour vous accompagner, pour accompagner l'épargnant sur une très longue durée. Donc quand on a fait un travail plutôt prudent, eh bien logiquement, on sera encore là au rendez-vous d'ici quelques années avec des performances qui, même si elles ne sont pas garanties, devraient continuer à satisfaire les épargnants. Merci beaucoup Nicolas. Et pour vous, Paul, quelle serait votre analyse? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on sort un petit peu d'un contexte au sein duquel les taux d'intérêt étaient très favorables. Après, comme le dit Nicolas, je ne vais pas faire un bis repetita parce que c'était plutôt bien fait. Effectivement, aujourd'hui, on est sur une dynamique qui nous permettrait toujours de pouvoir
mener à bien des acquisitions à des taux qui restent notamment très importants, très intéressants. Nous, je reviens aussi pour parler, pour faire un petit peu le parallèle avec ce que disait Nicolas, on a aussi des lignes de crédit qui sont de l'amortissable sur 15 ans, qui vont au maximum à 2%. On en parlait un petit peu avant Nicolas. On a connu des univers où l'argent coûtait beaucoup plus cher. Et effectivement, il convient de regarder avec en quelque sorte un certain rétroviseur ces périodes et de se dire qu'aujourd'hui, même si les taux augmentent un peu, on reste dans un univers assez propice à pouvoir le faire. Et toujours rappeler une chose qui est aussi, à mon sens, très importante, hein, j'en ai discuté cet après-midi, c'est que les taux, les effets de levier qui sont regardés en règle générale sur les SCPI, si on peut comparer l'effet de levier ou le besoin d'un crédit de crédit d'une SCPI comparé à celui d'un investisseur privé, auquel on se retrouve parfois en concurrence sur l'achat d'un bien notamment, on est à 20% quand l'investisseur privé va être à des niveaux bien plus importants. Donc ça c'est aussi très important de le mettre en exergue. Après, je suis parfaitement d'accord avec ce que Nicolas a pu dire. On apprécie la même chose nous aussi chez Sogenial Immobilier. Merci. Alors donc votre défi donc pour les prochaines années serait donc de ne pas casser cette dynamique de collecte en constante augmentation depuis 2018, qui porte aujourd'hui la capitalisation de votre SCPI cœur de région à 95 millions au premier trimestre 2022. Donc comment réussissez-vous à anticiper ces facteurs? Alors, je vous corrige, Julien, ne le prenez pas mal. On est passé dès lors à 100 millions. On est très content parce que tout simplement, la dynamique de collecte, ça veut dire que tant la thématique est abordée, on en parle sur Cœur de Région, elle répond à beaucoup d'attentes de nos investisseurs finaux. Et ça, on en est très content. Après, comme disait Nicolas, on est des sociétés de gestion qui gérons l'épargne d'investisseurs. Donc, moi, je dirais aussi que le maître mot, c'est de la prudence. Comment, de la prudence à l'investissement, comment c'est schématisé cette prudence à l'investissement chez nous? On peut la remarquer à plusieurs niveaux. Sur le premier trimestre de l'année 2022, on a un peu moins investi sur des actifs que ce qu'on avait pu faire au premier trimestre 2021. Donc aujourd'hui, parce qu'on a été plus regardant, parce qu'on a un marché qui en règle générale est plus regardant, et nous, on a à cœur d'être en parfaite symbiose avec la philosophie qui avait été insufflée sur Cœur de Région, pour ne parler que d'elle au départ. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup de prudence pour faire évoluer alors le cœur de région pour l'exemple, mais l'ensemble de nos véhicules à sous-jacent immobilier, de les faire évoluer dans un univers prudent, et ce sur le très long terme. Je le répète, je ne le répéterai jamais assez. Voilà. Merci. Donc, on comprend bien que ce marché a de nombreux avantages. D'ailleurs, les épargnants l'ont bien compris et on se rend compte que sur les 3 dernières années, nous avons dépassé 2 fois la barre des 7 milliards de collecte en 2019 et 2021. Pour l'année 2021, cela représente quasi un tiers de ce qui a pu être épargné en assurance vie. Comment expliquez-vous cet engouement, Nicolas? Alors, c'est vrai qu'effectivement, depuis plusieurs années, on constate chaque année faisant des niveaux de collecte de plus en plus importants au niveau des SCPI. Il faut quand même remettre les choses un petit peu en perspective. La SCPI reste un produit d'initié. 7 milliards, effectivement, c'était en 2021 un tiers de la collecte en assurance vie, mais en 2021, la collecte en assurance vie avait beaucoup décéléré. Si on le met en perspective de volumes globaux de collecte qui sont épargnés, en tout cas un volume global d'épargne annuelle des ménages français, c'est des chiffres qui sont publiés tous les trimestres par la Banque de France, c'est environ entre 160 et 170 milliards l'année dernière qui ont été épargnés. Donc 7 milliards comparé à 170 milliards, ça reste encore pas très significatif. Ça représente un petit 4% de l'épargne qui se tourne vers les SCPI. Et si on raisonne même en stock, la Banque de France nous dit qu'il y a aujourd'hui en France 6 000 milliards d'épargne, au sein desquels le champion, c'est l'assurance vie, avec 1 400 milliards d'épargne, suivi en deuxième
par le livret A, un peu plus de 800 milliards d'épargne, et le stock des SCPI, c'est 79 milliards d'épargne. Donc, tout ça pour vous dire que ça reste encore une épargne assez confidentielle sur laquelle nous, on travaille de plus en plus chez Sofidy pour la démocratiser, pour simplifier l'accès à l'épargne immobilière parce que ça nous semble être quelque chose d'important et ce, d'autant plus que les SCPI ont quand même pas mal d'atouts pour répondre à beaucoup d'objectifs patrimoniaux de la part de clients, peu importe leur âge, peu importe leur objectif. Donc ça, c'est un point qui est important. Après, la deuxième question, c'est collecter, c'est bien, mais il faut être en capacité d'investir correctement et une fois encore avec discipline les montants qui sont collectés. Ces 7 milliards, on peut les mettre en perspective de volume de transactions sur le marché de l'immobilier tertiaire en France qui sont compris entre 30 et 35 milliards d'euros, mais à l'échelle européenne, puisqu'aujourd'hui, on l'évoquait tout à l'heure en évoquant l'exposition, le biais à l'étranger des SCPI Morante et FIMO. Aujourd'hui, les SCPI ont un territoire de chasse qui s'est grandement élargi, qui est sur toute la zone euro. Et là, on est sur des niveaux compris entre 250 et 300 milliards. Donc, tout ça pour dire qu'on n'est pas sur des niveaux de collecte qui sont déraisonnés. Bien au contraire, il y a encore de la place pour continuer à développer, pour inviter les épargnants à s'intéresser à ce type de véhicule, à bien les comprendre, pour bien évidemment bien en mesurer les risques, mais voilà, il y a de la place pour continuer à se développer tout en faisant un travail de qualité qui ne nuise pas à l'intérêt de l'épargnant. Ça, je pense que c'est le point central. Donc aujourd'hui, on est confiant, on est serein et on continue de militer pour le développement de cette classe, de cette typologie d'actifs, de cette typologie d'épargne. Merci beaucoup. Et pour vous, Paul, quelles seraient les raisons de cet engouement? L'engouement, je dirais que si on prend en considération les objectifs patrimoniaux du client final, on se rend compte qu'effectivement, la SCPI répond à nombre d'entre eux. C'est un placement qui peut agir sur plusieurs aspects de leur situation. Et cette solution de placement s'est démocratisée. Alors certes, comme les volumes qui ont été énoncés par Nicolas, on est assez loin, mais on voit que cet engouement prend forme d'année en année avec des montants plus importants d'une année à l'autre. Et c'est vrai que c'est la diversification. En gros, on se rend compte que l'épargnant final tend à sortir un petit peu des fourches codines de ce qu'était l'épargne pour progressivement aller diversifier son épargne vers des placements de pierre-papier qui, et on se rend compte, sont des solutions de placement connues du français. Le français aime investir dans l'immobilier en direct. La pierre-papier un petit peu reprend cette idée-là, bien entendu, et donc sous cette forme peut être une diversification assez importante. Et nous, c'est ce qu'on regarde et on a tendance à vouloir un petit peu accompagner le développement de l'épargne des Français en ce sens, en proposant, voilà, avec notre philosophie et notre vision du marché, une offre qui va dans ce sens aujourd'hui. Merci, messieurs. On remarque aussi que 2022 semble l'année du changement pour le secteur des SCPI. Nous assistons à la mise en place d'une nouvelle nomenclature. Précédemment, nous avions 4 grandes catégories, les bureaux, commerce, des SCPI diversifiés ou bien spécialisés. Demain, nous aurons 7 typologies d'investissement avec l'ajout, par exemple, de la santé, de la logistique ou bien du tourisme. Cependant, pour ne pas être classifié comme diversifié, un actif, une classe d'actifs plutôt, au sein d'une SCPI ne doit pas dépasser 50% de son portefeuille. Alors pour vous, quels outils avez-vous mis en place pour piloter cette future réglementation? Paul, pouvez-vous nous expliquer? Oui, bien sûr, avec plaisir. Chez Sogenial, on a une gamme complète et complémentaire sur 3 SCPI pour l'heure qui abordent à la fois des produits spécialisés, donc au sein desquels on a plus de 50% d'une classe d'actifs au sein du fonds, du diversifié et de l'international. On n'oublie pas une chose qui à nos yeux est très importante. On se situe, au même titre que Sofidy, j'imagine, comme des professionnels de l'immobilier qui allons avant tout réfléchir en termes d'opportunité. C'est l'opportunité qui a mené Cœur de Région aujourd'hui à dépasser 100 millions d'euros de capitalisation. On en est encore une fois très content, mais de là à pouvoir
plus faire de cœur de région, qu'elle soit, si vous voulez, diversifiée mais spécialisée, ça nous poserait problème parce qu'on a cœur à ce que cette SCPI, comme vous le dites, reste diversifiée. Quels sont les éléments qu'on peut, nous, au sein, je vais parler pour ma paroisse aujourd'hui, au sein de Sogenial, qui vont nous permettre justement de maintenir un petit peu toutes ces caractéristiques à flot. En plus des SCPI, chez Sogenial, on gère plusieurs fonds, plusieurs véhicules à sous-jacent immobilier. Dès qu'on va avoir dès lors une opportunité qui pourrait, pourquoi pas, avoir la possibilité, si une SCPI l'achetait tout entière, de faire un petit peu passer la fameuse marge des 50%. On va alors réfléchir sur cette opportunité en pouvant se dire, en se posant la question de dire pourquoi pas prendre une partie de cette opportunité, la mettre dans la SCPI concernée, de manière à ne pas passer outre cette opportunité et d'aller voir auprès d'autres fonds, alors soit nos SCPI, soit nos OPPCI que nous gérons ou notre fonds luxembourgeois, le CIF-SICAV luxembourgeois, et voir cette opportunité comme pouvant servir à plusieurs fonds et sans pour autant dépasser un petit peu la ligne de la spécialisation, donc des 50%. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on voit, nous, à notre niveau, et ce qu'on met en place justement pour ne pas dépasser, garder un petit peu l'essence même de chacune des SCPI sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Merci. Nicolas, au niveau de Sofidy, quels sont vos outils? Alors, peut-être avant d'évoquer effectivement ce sujet des outils, j'ai envie d'insister sur le fait que c'est pas un gros mot hein, d'être une SCPI diversifiée. C'est important de l'avoir en tête. Chez Sofidy, on a une SCPI qui s'appelle Immorande, qui a 35 ans, qui se veut profondément une SCPI diversifiée, qui permet d'accéder à tous les immobiliers et quelque part un peu le véhicule fonds de portefeuille qu'il faut avoir en premier lieu pour pouvoir après venir y mettre des briques un peu plus pures pour donner une teinte plutôt orientée sur la logistique, sur le commerce, sur le bureau. Voilà. Donc ça, c'est important de se le rappeler parce qu'une fois encore, ça permet de mutualiser, d'avoir un véhicule complètement diversifié. Alors, en termes d'outils, il y a tout d'abord, de toute façon, chaque véhicule a une politique d'investissement qui est définie, qui lui est propre, qui est inscrite dans sa documentation réglementaire. Et à partir de là, ça donne quand même une teinte assez franche et assez importante qu'on doit respecter pour orienter les investissements. On a une SCPI qui s'appelle FIMO qui est plutôt orientée sur du bureau. Eh bien, quand on fait le travail d'investissement et d'allocation, d'affectation des actifs qui ont été identifiés et sur lesquels on a donné un avis favorable pour les acheter, eh bien, de manière un peu évidente, en déroulant cette grille d'affectation, l'actif est positionné sur la SCPI et de telle sorte que ça nous permet de facto de respecter les niveaux et en tout cas ce fameux critère des 50%. Bien évidemment, et parce que c'est une obligation réglementaire, donc on a des cellules qui s'occupent de suivre tous ces ratios, tous ces risques et qui quand on est en dépassement, mais ça n'est à mon sens jamais arrivé, tire la sonnette d'alarme pour dire eh oh, par exemple, cette SCPI qui a vocation à être bureau, aujourd'hui on est à moins de 50% SCPI orienté sur des actifs de bureau, donc on va avoir un petit problème. Donc voilà ce qu'on pouvait préciser en complément par rapport à effectivement cette nouvelle présentation, cette nouvelle nomenclature des SCPI qui vient en tout cas qui cherche à apporter davantage de précision à l'épargnant pour pouvoir encore mieux comprendre cet univers des SCPI et ça c'est plutôt louable. Merci. On constate aussi par ailleurs des rendements stables sur les dernières années et un niveau de risque bas sur une échelle SRI de 3 en moyenne. Comment ce niveau est-il calculé pour le marché des SCPI et à quelle fréquence est-il recalculé? Paul, pouvez-vous nous apporter? Il est calculé annuellement. C'est un benchmark qui est réalisé par l'EDEC IUF, donc un benchmark assez sérieux qui est réalisé tous les ans, qui va statuer de la volatilité des parts au marché secondaire des dites SCPI. Donc c'est intéressant, c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Nous, alors je vais parler pour nous, mais aussi pour Sofidy, je crois qu'on est niveau 3, qu'on accepte une volatilité de maximum 5%. Alors, je le rappelle, même si l'échelle va de 0 à 7, 3 étant le risque moyen faible, comme on peut le dire, il y a quand même la notion de risque à l'intérieur. On est sur un produit qui n'est
pas garanti, mais un produit qui est somme toute assez sécurisé de par son sous-jacent. Mais c'est important de le prendre en compte. C'est important de pouvoir en parler, de faire lumière sur cela et de l'expliquer. C'est pour ça que dans les documentations que l'on a, hein, les fameux documents d'information complémentaires, on statue un petit peu sur toutes les incidences que l'investissement au sein de la dite SCPI, qui peut être alors de notation 3, peut avoir pour l'investisseur. Mais je tiens à rappeler que même si le risque est moyen faible, bien entendu, le risque est existant et il faut en prendre compte, bien que le risque, au regard de ce qu'on peut voir sur, par exemple, les marchés actions, peut être beaucoup plus maîtrisé, bien entendu. Mais aujourd'hui, c'est bien de mettre en exergue cela sur notre activité et sur nos fonds surtout. Paul, pour vous au niveau de Sofidy, pardon, excusez-moi, Nicolas, pour vous au niveau de Sofidy. Non, peut-être en complément de ce que vient de rappeler effectivement Paul. Donc, c'est important de remettre ce niveau 3 en ayant en tête que c'est sur une échelle de 1 à 7 avec les produits qui peuvent tout de suite apporter des niveaux de risque beaucoup plus importants, comme des fonds actions sur des niveaux, par exemple, de 6. Et je pense qu'il faut vraiment raisonner dans une logique de couple risque-rendement. Et il est important de rappeler à tout le monde, de rappeler aux épargnants que si on veut avoir un peu de rendement, il faut être prêt à prendre un peu de risque. Si on veut avoir beaucoup de rendement, il faut être prêt à accepter beaucoup de risques. Si on ne veut pas prendre de risques, il faut être conscient qu'on n'aura pas forcément beaucoup de rendement. Et aujourd'hui, les SCPI proposent un couple risque-performance, un couple risque-rendement assez intéressant, puisque une fois encore, c'est important de se le rappeler, on est sur des horizons d'investissement très long terme. Et avoir un petit peu de volatilité, une fois encore, ce n'est pas un gros mot. Surtout quand on a le temps, puisque sur le long terme, la volatilité, c'est une bonne façon d'aller chercher de la performance. Et donc aujourd'hui, dans cette approche de couple risque-performance, c'est vrai que eh bien l'immobilier, les SCPI, parce qu'on a un sous-jacent immobilier, ça comporte un certain nombre de risques, mais par le fait de la mutualisation, eh bien on vient un petit peu atténuer ces risques, d'où des niveaux 3 qui sont, comme le disait Paul, moyen faibles. Mais en contrepartie, c'est quelque part une logique aussi de rendement qui, depuis maintenant plusieurs années, se situe sur des niveaux supérieurs à ce qu'on peut avoir, par exemple, sur le fonds en euros. Ça fait partie historiquement des grands produits, des grandes classes d'épargne, des grands produits d'épargne auxquels on se compare. Voilà, donc on est content de pouvoir travailler cette belle matière qui offre ce couple risque-rendement qui plaît de plus en plus clairement à des épargnants qui sont quand même, surtout dans ces périodes un peu compliquées, développent une petite aversion au risque. Merci messieurs. Alors, pour rebondir sur vos précisions, les investisseurs portent maintenant une grande attention sur tous les critères ESG et ISR. La course au label ISR est lancée pour les SCPI. Toutes les sociétés de gestion souhaitent obtenir ce fameux label. Celui-ci a-t-il finalement un impact significatif sur les SCPI? Nicolas, quel est votre avis sur l'obtention de ce label? Alors, pour moi, ce n'est pas le label qui a un impact. Le label, c'est un petit peu un coup de tampon qui vient finaliser et qui vient matérialiser une vraie démarche profonde de la part de chaque société de gestion sur les portefeuilles, sur le patrimoine des SCPI. Ça, c'est un point qui est important puisque c'est pas parce que, par exemple, si vous n'avez pas de label, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de démarche ISR, que vous n'avez pas de démarche ESG. Maintenant, effectivement, pour donner de la visibilité, pour que ça puisse être lisible, compréhensible et que l'épargnant puisse se retrouver, c'est important d'avoir ce label qui est un label ISR immobilier, un label d'État qui est donné par des organismes qui sont accrédités par le ministère de l'économie. Donc, c'est quelque chose quand même de très sérieux. Alors, ce qui est effectivement très important de se dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire l'impasse sur ce sujet-là parce qu'il est primordial, parce qu'il est plus que temps de chercher à orienter, de chercher à faire en sorte que l'épargne soit également bénéfique pour la transition énergétique. Et en tant qu'acteur qui joue dans l'immobilier étant l'un des principaux contributeurs à l'émission des gaz à effet de serre, du CO2 notamment, on a un vrai rôle à jouer. Chez Sofidy, on est convaincu qu'on ne pourra pas avoir de performance financière durable dans le temps sans performance extra-financière. Donc aujourd'hui, c'est plus un nice to have,
c'est un must-have. On est obligé d'avoir cette approche-là. Autrement, on sera sur la touche. On sera sur la touche parce qu'effectivement, il y a un vrai souhait, et tant mieux, il y a une vraie appétence, il y a un vrai intérêt de la part des épargnants pour que leur épargne ait du sens. Et quelque part, c'est une façon de donner du sens. Donc, chez Sofidy, on est dans cette démarche-là. On a déjà un nombre important de SCPI et d'autres fonds que nous gérons qui sont labellisés. On fait partie d'un groupe qui s'appelle Tikeo, qui est très, très impliqué sur ces logiques-là, sur des logiques de transition énergétique. Voilà, donc on souhaite vraiment être moteur sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Paul, pour vous au niveau de Sogenial. Bien, effectivement, comme le disait Nicolas et comme tu le disais Julien, effectivement, c'est quelque chose maintenant qui est incontournable, à la fois au niveau des sociétés de gestion, bien entendu, mais aussi des épargnants, et ça c'est très important de le noter. On veut avoir une épargne qui répond à des contraintes patrimoniales, à des objectifs patrimoniaux, mais on veut aussi, et c'est très important, et je veux aussi le marteler, une épargne qui a du sens et une épargne qui prend en compte le développement durable. Raison pour laquelle nous aussi, et un petit peu pour reprendre les propos de Nicolas, aujourd'hui, ce n'est pas le label qui fait tout, c'est la démarche de la société. C'est le processus dans lequel la société se dirige vis-à-vis de son activité, son sous-jacent, et pour nous, le sous-jacent immobilier. Aujourd'hui, nous, on est aussi convaincus, et c'est très important de voir que l'immobilier est une chose, mais l'extra-immobilier, l'extra-financier va être aussi un moteur de performance. On le prend en compte et on se fait accompagner par une société aujourd'hui, à l'heure où on parle, pour auditer l'ensemble de nos fonds, donc SCPI, OPPCI, mais aussi fonds luxembourgeois, vers une labellisation ISR européenne à terme. Mais aujourd'hui, voilà, pour vous montrer que ce sujet non pas est pris à bras le corps par Sogenial, mais se doit d'être, je pense, pris à bras le corps sur le long terme par toutes les sociétés de gestion, et ce, encore une fois, pour les épargnants in fine. Voilà. Merci. Enfin, est-ce que ce cocktail de rendement haut et stable, de ce niveau de risque faible, est-ce que toute cette combinaison, ce cocktail, permettra-t-il au marché des SCPI de traverser sans tanguer la crise actuelle? Nicolas, quel est votre avis? Alors, la question est davantage de est-ce que le contexte, en tout cas, est-ce que ce qu'on traverse va permettre de garder ce cocktail ou ce couple risque-rendement, comme je le précisais tout à l'heure, qui restera attractif pour les épargnants. On est plutôt convaincu de cela. Chez Sofidy, clairement, une fois encore, parce qu'il y a dans une logique très patrimoniale d'aller rechercher des objectifs patrimoniaux, on se rend compte que l'immobilier, c'est quand même la colonne vertébrale du patrimoine des Français, qui a encore beaucoup de choses à aller chercher dans un contexte où le risque macroéconomique, le risque géopolitique, c'est quelque chose, mine de rien, qu'on a tous dans la tête, sur lequel on manque de visibilité. Donc, quand on manque de visibilité, on a envie de se tourner vers quelque chose de quand même relativement rassurant. La pierre papier, quand même, elle est papier, elle garde une notion de tangibilité, puisque derrière, c'est de l'immobilier. Il ne faut pas l'oublier, j'évoquais tout à l'heure la SCPI Morante. La SCPI Morante, c'est plus de 2000 actifs, des actifs qu'on peut avoir chacun d'entre nous, autour de nous. Les épargnants qui nous écoutent, ils ont peut-être l'habitude d'aller acheter leur pain dans une boulangerie qui appartient à Immorande, d'aller travailler dans des bureaux qui appartiennent à Immorande. Bref, ce sujet-là, il restera à mon sens fondamental. Et si on fait bien, toujours la même chose, si on fait bien notre travail sur une logique de long terme, on sera capable de délivrer logiquement de la performance qui sera conforme au risque qui est pris par l'épargnant. Et donc, on restera sur un cocktail, pour reprendre cette image, qui devrait rester assez agréable à siroter. Merci Nicolas. Paul, quel est selon vous Pour ne pas dire la même chose que ce que dit Nicolas, effectivement, on voit que la SCPI existe maintenant depuis alors je vais un peu m'avancer, je vais dire plus de 50 ans, entre 40 et 50 ans, et a traversé nombre d'épisodes économiques assez tendus. Ça, c'est un
c'est un point de base sur lequel j'aimerais commencer et qui a eu pour l'heure des périodes économiques beaucoup plus tendues que celles que nous connaissons aujourd'hui. Et on voit que la SCPI, parce que le sous-jacent, c'est l'immobilier, parce que l'immobilier, in fine, c'est une valeur refuge, mais aussi d'utilité, alors tant le résidentiel que le tertiaire, on aura toujours besoin d'immobilier tertiaire pour mener à bien une activité économique, résistera. C'est aussi ce qu'on pense chez Sogénial Immobilier. Après, on est des experts de l'immobilier, c'est aussi à nous, toujours, de pouvoir faire vivre nos fonds et de les gérer de la meilleure des manières pour que justement, et c'est très important de le noter, pour que justement ces fonds traversent les âges, comme les fonds de Sofidy ont pu les traverser un petit peu plus d'antériorité que les nôtres, et c'est en quelque sorte des belles preuves de réussite, mais surtout de résilience. Donc, quand on voit la résilience d'une SCPI, nous, chez Sogénial, on mène à bien on fait de la gestion d'actifs immobiliers depuis 40 ans. On a une expertise à ce niveau-là, une expertise qu'on met au profit de nos jeunes SCPI. On sait ce qu'on fait à ce niveau-là et on sait comment les faire naviguer, même en eau trouble, qui peuvent être les eaux que l'on traverse aujourd'hui. Mais c'est pour le mieux et c'est encore faire valoir notre savoir-faire, notre expertise et vis-à-vis des éléments extérieurs. Et peut-être en complément, on a quand même vécu il y a quelques mois 2 années de stress test en réel avec l'épisode du Covid où on a vu que les véhicules, quelque part, c'était, j'irai pas jusqu'à dire c'était indolore, mais en tout cas, il y a eu cette faculté de résilience et d'absorber ce choc Covid quand même qui a été assez dingue. Et la performance des véhicules de pierre-papier a été très peu perturbée. Donc, ça, c'est le passé. Bien évidemment, faut pas regarder dans le rétroviseur. On cherche tous à regarder devant, mais c'est quand même des éléments qui illustrent la résilience, une fois encore, de ces véhicules. Merci Nicolas, merci Paul pour toutes ces précieuses informations. Nous allons passer maintenant aux questions de nos clients. Donc, nous en avons reçu plusieurs. On va commencer par la première. Paul, je vous la pose. Quelques SCPI ont pris l'initiative de ne pas inclure de frais de souscription lors de l'achat de parts en contrepartie de frais de gestion légèrement plus élevés. Est-ce qu'à l'avenir, cette conception pourrait devenir la norme pour toutes les SCPI? Je pense qu'on restera sur deux modus operandi. Il y a une construction sur le zéro frais de souscription qui se répercute d'une autre manière sur les frais de gestion, sur le récurrent. Et il y aura aussi, pour l'heure, alors je sais pas si ce sera à terme vraiment la façon de faire globale sur le marché, mais aujourd'hui, pour l'heure, on ne se dirige pas vers ça, du moins même sur les SCPI qui peuvent être en création, on reste sur des modalités qui restent somme toute traditionnelles. Donc, je ne sais pas si Nicolas peut peut-être compléter l'élément de réponse, mais pour l'heure, moi, je n'ai pas vraiment le fin mot sur cela. Moi j'ai un élément de complémentaire à apporter, c'est qu'à un moment donné, le régulateur nous demande d'être clair, précis et exhaustif dans tout ce qu'on dit. Donc, à un moment donné, quand on parle des frais, il faut aller regarder tous les frais. Certes, il n'y a pas de commission de souscription à l'entrée. Par contre, il y a des frais de commission de gestion qui sont presque le double de ce que vous allez avoir sur des SCPI, on va dire à l'ancienne. Vous allez avoir des commissions de transaction lorsqu'ils achètent des actifs, lorsqu'ils vendent des actifs, quand ils font des travaux. Tout ça il faut vraiment aller comparer la totalité des frais pour se dire et sortir vraiment c'est de la SCPI sans frais. Non, pas du tout. Pas du tout. Et après, ce qu'il faut regarder, c'est la performance sur le long terme. Ce qui est important de se dire, c'est que quand vous achetez une SCPI qui pratique une commission de souscription de 10% et qu'on vous dit vous avez un rendement de 4,50, c'est 4,50 sur le montant investi plus les frais. Voilà. Donc, je pense aussi qu'on va avoir des véhicules qui cohabitent avec des formes, des montages un petit peu différents, qui vont permettre de travailler des objectifs patrimoniaux encore plus larges. Donc, quelque part,
Ça ne va pas trop se cannibaliser, mais voilà, je voulais apporter cette précision hyper importante sur les frais. Il faut être exhaustif. Oui, et regardez la structuration. En fait, quand on se dirige, quand on dirige son investissement vers une SCPI, prendre en compte systématiquement ses frais, alors qu'ils soient au départ pour certaines SCPI, comme le disait Nicolas, plus traditionnelles, ou qu'ils soient un petit peu dispersés sur l'horizon de placement. Être très regardant à ces niveaux-là. Merci Paul, merci Nicolas. Une autre question, je vous la pose Nicolas en premier. Avec le développement des ventes à distance, des grandes plateformes de distribution et du télétravail, l'investissement dans les bureaux et ou les commerces semble hasardeux pour la décennie à venir. Qu'en pensez-vous et quelle alternative? Alors, il est certain qu'on assiste à un développement du e-commerce depuis bon nombre d'années. Nous, on est challengé sur ce sujet-là depuis pas mal de temps. De là à dire que aller acheter du commerce, en tout cas que le commerce et le bureau qui représentent quand même plus de 80% de l'immobilier tertiaire en France devient hasardeux. Je mets au défi n'importe qui de nous dire qu'il n'y aura demain plus de bureaux, qu'il n'y aura demain plus de commerce. Au contraire, le Covid, qui a été un formidable accélérateur du e-commerce, a été également un formidable accélérateur du développement du commerce de proximité, parce qu'on s'est rendu compte qu'on voulait consommer localement. On avait le droit de sortir qu'en bas de chez soi, donc il fallait consommer en bas. Voilà, donc faut arrêter d'opposer clairement et d'appeler au grand soir. Bien évidemment, et tout à l'heure, Paul disait que nous sommes des professionnels et effectivement, l'intérêt des SCPI, c'est que vous confiez votre épargne à des professionnels dont le métier, c'est d'adapter aussi le patrimoine des fonds qui sont gérés. Depuis 35 ans, chez Sofidy, on fait face à des vents contraires, donc on doit adapter l'immobilier qui est en portefeuille. Voilà, et ne nous faisons pas peur. Le développement du télétravail, c'est pas la mort du bureau. Le développement du e-commerce, c'est pas la mort du commerce. Je vais vous prendre un exemple assez précis. Les principaux acteurs qui se développent sur le e-commerce, c'est les très grosses chaînes et notamment les très gros groupes de supermarchés avec le développement de la vente en ligne. Sauf qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'à un moment donné, ces acteurs-là ont besoin de bases locales. Et moi, autour de chez moi, j'habite dans le 15e arrondissement de Paris, eh bien, j'ai un Leclerc Drive, j'ai un Carrefour Drive, j'ai un Auchan Drive. Et ça, c'est des acteurs qui ont fait des ventes par Internet, mais qui ont besoin de surface, de commerce, de proximité et qui vont venir consommer ces commerces de proximité. Donc, il ne faut pas être une fois encore dans le déni, mais il faut pas non plus voir tout rouge. Quand on confie son épargne à des gens sérieux, logiquement, on a des patrimoines qui sont mutualisés et on est en capacité d'aller affronter des mouvements de fonds assez importants. Oui, c'est clair. On a en tête, quand on parle de télétravail, la fameuse image de la tour vide à la Défense, parce que bureau de plus de 10 000 mètres carrés, assez compliqué à gérer pendant les temps de télétravail. Et in fine, cette tour de 10 000 mètres carrés ne va subir qu'au final une réorganisation et va être louée à plusieurs acteurs, mais va quand même être utilisée in fine. Donc oui, effectivement, même les grands ensembles, vont être impactés non pas par de la désertification, mais de la réorganisation. Et je pense que Nicolas a bien fait de le rappeler. Et je vais me permettre d'être provocant. Ces dernières semaines, Amazon a annoncé réduire fortement la voilure sur le développement des entrepôts logistiques. Parce qu'effectivement, le contexte fait qu'il y a une moindre progression du e-commerce. Donc, est-ce qu'il serait hasardeux d'aller jouer la logistique maintenant? On remarque, Nicolas, je ne sais pas si tu es de cet avis, mais on remarque qu'effectivement, les rendements prime de logistique, au vu de maints acteurs qui se sont jetés dessus pendant une période qui était propice, se sont fortement compressés. Il devient très dur maintenant d'acheter de la logistique et de faire un bon investissement pour certains, pour certains investissements. Merci Paul, merci Nicolas. Encore une question. Les SCPI de bureau représentent environ plus de 65% du marché. Pensez-vous que ce marché est saturé? Paul, un avis? Alors non,
Non, résolument non, ce marché n'est pas saturé. Il y a plusieurs typologies de bureaux. On est dans un univers au sein duquel le bureau a tout type de forme. Alors, je parlais un petit peu juste avant de la grande surface, de la grande tour à la Défense. On peut parler aussi des bureaux en périphérie de Bordeaux qui sont beaucoup plus à taille humaine et qui profitent d'une décentralisation de tout le processus, de toute l'économie qui n'est plus centrée qu'à Paris, mais aussi dans ces grandes villes de région, ce qu'on fait avec brio, notamment sur Cœur de Région. Et on arrive encore une fois à trouver des opportunités d'investissement, ce qu'on a encore fait assez récemment sur Cœur de Région, sur un secteur d'activité à Roanne, trouver une opportunité avec 2 locataires sur un bail de 10 ans ferme. Donc oui, nous, sur le segment bureau à taille humaine tel qu'on aime l'aborder en région chez Sogénial, par le biais de Cœur de Région, on a encore beaucoup d'opportunités, mais surtout, et j'aime à le rappeler aujourd'hui, une demande locative forte sur ces zones économiques en devenir qui sont en région. Merci Paul. Nicolas, un avis sur ce marché? En tout cas, une croyance que le marché du bureau va continuer de se développer. Et j'ai envie de dire qu'on le souhaite tous parce que ça serait plutôt bon signe, c'est-à-dire que nos économies continuent de se développer. On est quand même face à des économies largement tertiaires aujourd'hui et c'est les créations d'emplois dans le secteur tertiaire qui créent une demande locative sur l'immobilier de bureau. Donc, le bureau a toujours énormément de sens. Ça serait une erreur que de penser qu'il ne faut pas avoir de bureau. Je le rappelle, l'immobilier de bureau, c'est c'est les 2/3 de l'immobilier tertiaire. Donc, se dire qu'on peut faire l'impasse sur 2/3 de l'immobilier tertiaire, c'est un pari qu'on peut prendre, mais personnellement, en tant que acteur dans l'immobilier et plutôt dans l'univers de la pierre-papier, plutôt prudent, j'ai envie d'en avoir un petit peu dans mon patrimoine. Merci Nicolas, merci Paul pour toutes ces réponses. Ce webinaire touche bientôt à sa fin. Donc, ce que l'on peut retenir de cette discussion, c'est que pour les SCPI, nous avons un rendement risque équilibré, un bon moyen aussi de diversifier vos placements, l'acquisition de plusieurs SCPI, comme par exemple Immorente, Efimo ou bien Cœur de Région. L'investissement SCPI reste simple et accessible à un grand nombre, à la différence d'une acquisition pour un bien en direct. Comme vous l'avez rappelé, on est quand même sur un investissement sur du long terme. Il ne s'agit pas d'acheter des SCPI pour 1 an ou 2 ans, ce qui ne serait pas forcément intéressant. Et on constate quand même une forte résilience des supports immobiliers. Voilà, donc tout d'abord, je tiens à vous remercier, messieurs, pour ces précieuses informations. Nous allons maintenant conclure ce webinaire. J'espère que l'on a répondu à toutes vos questions et que l'on vous a donné envie de franchir ce cap d'investir en immobilier via des SCPI en direct. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter l'un de nos conseillers en gestion de patrimoine ou moi-même et nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci à tous de nous avoir suivis et encore merci à tous les deux pour votre participation. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. À bientôt.